Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir le lien entre le mouvement du centre d'inertie d'un système et la somme des forces extérieures appliquées à celui-ci. Nous serons amenés à introduire pour cela la vitesse sous une forme vectorielle afin d'étudier sa variation entre deux instants proches. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le mouvement d'un point d'un objet mobile doit être étudié par rapport à un référentiel qui est un solide de référence muni d'un repère d'espace et de temps. La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du temps. Dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la valve de la roue de vélo est curviligne. Dans le référentiel du vélo, en revanche, la trajectoire de la valve de la roue est circulaire. La trajectoire d'un point mobile dépend donc du référentiel d'étude choisi. On parle de relativité du mouvement par changement de référentiel. Les points composant un solide sont généralement animés de mouvements complexes, difficiles à interpréter. Afin de simplifier l'étude du mouvement d'un solide, on étudie le mouvement d'un de ces points particuliers appelé centre d'inertie. Dans de nombreux cas, celui-ci coïncide avec le centre géométrique de l'objet si celui-ci présente une symétrie forte et est homogène. Il existe différents référentiels d'étude permettant d'étudier le mouvement d'un système. Le référentiel terrestre est bien adapté à l'étude des mouvements d'un objet au voisinage de la surface de la Terre. Le référentiel géocentrique dont l'origine est le centre de la Terre et les axes ceux d'un repère orthonormé pointant vers 3 étoiles fixes dans le ciel est quant à lui bien adapté à l'étude des mouvements des satellites ou de la Lune. Enfin, le référentiel héliocentrique dont l'origine est le centre du Soleil et les axes ceux d'un repère orthonormé pointant vers 3 étoiles fixes dans le ciel est tout indiqué pour l'étude du mouvement des planètes et des sondes spatiales se déplaçant dans le système solaire. Tout objet est en interaction avec son environnement. On utilise un diagramme objet-interaction, DOI, afin de lister les interactions présentes entre les objets de la situation étudiée. Un exemple d'un tel diagramme objet-interaction impliquant deux personnes notées A et B est donné à l'écran. Remarquons sur ce type de diagramme que la Terre est responsable de la pesanteur, interaction à distance, alors que le sol est responsable des appuis sur lesquels les objets sont posés, interaction de contact. Lorsque l'on désire étudier un objet en particulier, celui-ci est appelé système. Les autres objets en interaction avec le système constituent le milieu extérieur. Le système subit alors de la part du milieu extérieur des actions mécaniques, modélisées par des forces que l'on peut représenter sur un diagramme des actions mécaniques DAM. Deux exemples de tels diagrammes d'actions mécaniques sont donnés à l'écran, en considérant dans un premier temps la corde comme système étudié, puis dans un second temps la personne B. Le choix du système d'étude, en plus de celui du référentiel, est donc crucial pour l'étude d'un mouvement. Une force peut déformer un objet. Si la déformation est réversible, elle est élastique, cas d'une éponge ou d'un ressort. Si tel n'est pas le cas, on parle de déformation plastique. Une force s'exerçant sur un objet peut soit le mettre en mouvement s'il est initialement immobile, soit en modifier le mouvement, c'est-à-dire la trajectoire et ou la vitesse. Cette modification va dépendre de la masse de l'objet. La vidéo en incrustation à l'écran montre l'interaction de contact entre une balle de tennis et le cordage d'une raquette en slow motion à l'aide d'une caméra ultra rapide. Le cordage et la balle subissent une déformation élastique impressionnante lors de ce service à plus de 200 km/h. On peut étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un solide sur une chronophotographie ou un clip vidéo. Pour chacune de ces techniques, deux positions consécutives occupées par le centre d'inertie du solide en mouvement sont séparées par le même intervalle de temps noté τ. La connaissance de l'échelle spatiale de ces documents permet de calculer la vitesse du centre d'inertie du solide. La technique de chronophotographie est très utilisée par exemple dans le domaine du sport afin d'améliorer les gestes techniques et optimiser les performances. Sur une chronophotographie où deux positions consécutives du centre d'inertie d'un solide en mouvement sont séparées d'une durée τ, le vecteur vitesse instantanée, VTI, un instant de date TI, rend compte de la variation delta OM est égal à OM de TI plus 1 moins OM de TI moins 1 du vecteur position pendant la durée delta T qui est égale à TI plus 1 moins TI moins 1, c'est-à-dire à 2 fois τ. La formule de la vitesse instantanée du centre d'inertie d'un solide en mouvement est donnée à l'écran. Elle s'identifie à la vitesse moyenne entre les deux points encadrant immédiatement le point considéré. D'autres conventions de calcul existent, mais par la suite, c'est celle représentée à l'écran que j'utiliserai systématiquement.
La construction géométrique permettant d'obtenir le vecteur ΔOM est indiquée à l'écran. On reporte au point M de date TI le vecteur OM de TI plus 1, puis le vecteur -OM de TI moins 1. L'addition vectorielle de ces deux vecteurs permet d'obtenir le vecteur ΔOM. En divisant celui-ci par ΔT, on obtient le vecteur vitesse instantanée, V à la date TI, au point M de TI considéré. La vitesse instantanée est donc de facto collinéaire au vecteur ΔOM. La variation du vecteur vitesse instantanée à un instant de date TI est telle que ΔV est égal à V de TI plus 1 moins V de TI moins 1. Là encore, une construction analogue à la précédente, reposant sur la somme vectorielle de deux vecteurs, permet de construire géométriquement le vecteur ΔV. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de bien comprendre le principe de cette construction. Il existe un lien entre la résultante des forces extérieures appliquées à un système et le vecteur ΔV. En effet, on montre que la résultante des forces extérieures appliquées à un système est proportionnelle à la variation temporelle du vecteur vitesse de son centre d'inertie et à sa masse. Cela s'exprime par la deuxième loi de Newton approchée, dont l'expression est donnée à l'écran, à savoir somme des forces extérieures est égale à m fois delta vecteur v sur delta t. Vous verrez l'année prochaine en terminale l'expression exacte de la deuxième loi de Newton faisant intervenir la notion d'accélération. Cette égalité vectorielle implique que si somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors delta vecteur v est égal à vecteur nul. En outre, si la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, cela implique que la variation du vecteur vitesse, ΔV, est différente du vecteur nul. Appliquons la deuxième loi de Newton approchée au cas d'un solide en chute libre. Donc un système est en chute libre si la seule force extérieure qui s'exerce sur lui est son poids, noté vecteur P. Cela donc revient à dire que la somme des forces extérieures est égale au vecteur P, implique que le vecteur P est égal à m fois ΔV sur ΔT, soit mg est égal à m fois ΔV sur ΔT, d'où vecteur g est égal à ΔV sur ΔT. Pour conclure, si un système est en chute libre, le vecteur variation de vitesse ΔV de son centre d'inertie est vertical, dirigé vers le bas, et sa valeur ne dépend pas de sa masse. Il est possible d'étudier expérimentalement dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement du centre d'inertie d'un solide tel qu'un ballon de basket à l'aide d'un logiciel de pointage vidéo. Celui-ci permet de récupérer les coordonnées x et y du centre d'inertie du ballon à des instants de date t séparés par le même intervalle de temps, ce dernier dépendant uniquement du nombre d'images par seconde enregistrées par la caméra ou la webcam. Les données expérimentales recueillies sont consignées dans un tableau de mesure. Afin d'aborder le plus simplement possible les choses, nous coderons manuellement les mesures dans deux tableaux de type array notés x et y. Il est également possible de récupérer directement les données via un fichier CSV à l'aide d'une bibliothèque Python spécifique. Cette façon de procéder ne sera pas abordée ici. Un exemple de programme Python permettant d'afficher les positions successives du centre d'inertie du ballon au cours du temps est donné à l'écran. Le programme nécessite l'importation sous forme d'alias de deux bibliothèques Python particulières, NumPy pour le traitement simplifié des tableaux de mesure et matplotlib.pyplot pour l'affichage des graphiques et des vecteurs. Les coordonnées x et y du centre d'inertie du ballon de basket recueillies grâce au pointage vidéo sont stockées dans deux tableaux unidimensionnels de type array. Chaque tableau est ici composé de 20 éléments. La fonction plot permet de créer le graphique représentant y en fonction de x, c'est-à-dire la trajectoire du centre d'inertie du ballon. On peut choisir différentes options permettant d'enrichir l'affichage de base du graphique. Une boucle for permet de numéroter les points grâce à la fonction d'annotation annotate. Enfin, la fonction show permet d'afficher le graphe à l'écran. N'hésitez pas si nécessaire à mettre la vidéo sur pause afin d'étudier le code proposé en détail. La structure de base du programme précédent est enrichie d'un bloc d'instructions représenté en violet permettant de calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Pour un point d'indice i, on détermine les coordonnées vxi et vyi de la vitesse instantanée en calculant la vitesse moyenne entre les points d'indice i plus 1 et i-1, c'est-à-dire ceux encadrant le point d'indice i considéré. Entre le point d'indice i plus 1 et celui d'indice i-1, s'est écoulée une durée de 2 fois dt. Attention, on ne peut pas calculer la vitesse instantanée du point d'indice 0 et du dernier point d'indice 19.
Dans la boucle for, on doit donc partir de l'indice 1 inclus jusqu'à l'indice n-1 est égal à 19 exclu, soit 18 inclus en réalité. Enfin, la fonction quiver permet dans le bloc vert de tracer les flèches associées au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse tangent la trajectoire est représenté sur le graphique par des flèches rouges. La structure de base du programme précédent peut être enrichie d'un nouveau bloc d'instructions représenté en violet, permettant de calculer les coordonnées du vecteur ΔV. On peut transposer le raisonnement du calcul portant sur les coordonnées du vecteur vitesse à celui du calcul des coordonnées du vecteur ΔV. La boucle for pour le calcul des coordonnées du vecteur ΔV comportera à nouveau deux éléments de moins par rapport à celles impliquées dans le calcul des coordonnées des vitesses. En effet, le calcul de ΔV ne peut se faire qu'à partir du point d'indice 2 jusqu'au point d'indice n-2 est égal à 18 exclus, c'est-à-dire 17 inclus en réalité. Enfin, comme précédemment, la fonction quiver présente dans le bloc vert permet de tracer les flèches associées au vecteur vitesse et ΔV. Le vecteur vitesse tangent la trajectoire est représenté par des flèches rouges sur le graphique et le vecteur ΔV par des flèches vertes. On remarque que le vecteur ΔV est vertical et dirigé vers le bas, tout comme le champ de pesanteur terrestre. Son orientation est due à l'action du poids du ballon de basket qui incurve la trajectoire de son centre d'inertie qui revêt la forme d'une portion de parabole dont la concavité est tournée vers le bas. Le résultat obtenu est cohérent avec la deuxième loi de Newton, approchée. En effet, dans le cadre d'une chute libre, seul le poids s'applique au système. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la notion de mouvement d'un système. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.